Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette vidéo, destinée principalement à la communauté étudiante, est de partager des recommandations pour la rédaction des rapports de fin d'études, bien que certaines de ces recommandations restent valables aussi pour les rapports de master et de thèse. Le fond reste spécifique à chaque sujet, donc ces recommandations sont majoritairement relatives à la forme, particulièrement aux erreurs qui se répètent et que j'observe chaque année, soit en tant qu'encadrante ou membre des jurys de soutenance. La TEC est recommandée, pour ne pas dire exigée, pour la rédaction des rapports de PFE. C'est plus professionnel et permet la génération de rapports d'une qualité visuelle nettement meilleure que celle fournie par Word. Généralement, les établissements d'enseignement supérieur fournissent des templates qui leur sont spécifiques. Si ce n'est pas le cas, il existe plein de modèles disponibles sur le net. La question la plus fréquente des étudiants est le nombre min et max de chapitres et de pages du rapport. La réponse, c'est qu'il n'y a pas un nombre bien déterminé. Tout dépend de la quantité d'informations que vous avez à insérer dans le rapport. Il faut savoir bien la répartir selon la logique des idées en des chapitres équilibrés, et je dis bien équilibrés, aussi bien en termes de sections que de pages. Pour être dans les normes, un rapport de PFE inclut un minimum de 3 chapitres et n'ayez pas peur de ce chiffre. Un rapport de PFE de 3 chapitres ne veut pas dire que c'est pas bon ou que c'est peu. J'ai eu des étudiants qui ont opté pour 4 chapitres juste pour ne pas faire 3, de peur que cela ne soit pas suffisant, alors que cette répartition en 4 chapitres a abouti à des chapitres courts et déséquilibrés. L'essentiel, comme j'ai déjà dit, est de bien structurer et répartir nos idées. Un max de 5 chapitres est généralement largement suffisant pour un rapport de PFE, sauf exception bien sûr. On ne se divise jamais une section en une seule sous-section, je trouve ça fréquemment. Le fait de diviser une section, c'est en un minimum de 2 sous-sections. À éviter aussi les sections de profondeur 4 ou plus, c'est-à-dire les titres à 4 chiffres ou plus. Comme ici, si on subdivise par exemple la section 1.2.1, gestion des identités des utilisateurs internes, on aura des titres de profondeur 4, donc 1.2.1.1, 1.2.1.2, ainsi de suite. Donc à éviter cette profondeur pour les titres. En plus, une section doit inclure un contenu consistant, car il m'arrive souvent de trouver des sections de 3-4 lignes max. Si c'est le cas, il faut revoir votre plan en mettant au fusionnement des sections. Cette remarque est aussi valide pour les chapitres, là où je vois des chapitres de 5 ou 6 pages, particulièrement le cas des 2 premiers chapitres du rapport. Et c'est d'ailleurs le cas de ce rapport, là où on trouve un premier chapitre qui est court par rapport aux autres, donc il y a un déséquilibre entre les chapitres, et un chapitre presque de 6 pages, ce qui est à éviter. Il faut savoir bien présenter ses idées en des paragraphes synthétiques et phrases claires sans faute, facilitant la compréhension de vos idées, solutions et résultats pour celui qui lira le rapport. Sans oublier l'honnêteté scientifique, il faut bien préciser votre tâche au sein de l'organisme d'accueil sans tomber dans l'exagération ou l'appropriation de tâches que vous n'avez pas faites. Je parle ici des grands projets subdivisés sur plusieurs personnes ou équipes de travail. Si vous avez à critiquer vos résultats, n'ayez pas peur de le faire. Vous n'avez pas à fournir des résultats irréprochables, surtout pour des projets à durée de 4 ou bien 6 mois. Autre chose importante est de faire attention au plagiat, surtout que généralement un rapport de plagiat doit être fourni lors du dépôt de vos rapports. Ceci sans oublier les fameux Text Generation Models. Il faut savoir que les services anti-plagiat intègrent désormais la fonctionnalité de détection des rédactions écrites par ChatGPT ou autres. Vous n'utilisez jamais les pronoms personnels je ou on n'utilise que nous. En anglais, ça sera we et non pas I. Vous commencez chaque chapitre par une introduction et le terminez par une conclusion.
une petite introduction donc, pour le chapitre et aussi une conclusion. Ces deux sections peuvent ne pas figurer dans la table des matières, comme dans ce cas. On a par exemple le chapitre 3, directement la première section, donc on n'a pas à introduire l'introduction, et aussi donc le dernier chapitre, donc directement le chapitre 4, il n'y a pas aussi la conclusion. Donc soit on ne les intègre pas dans les tables de matière, sinon on peut les ajouter comme dans ce cas. Donc on a General Context, le titre du chapitre, introduction et conclusion du chapitre, mais sans numérotation. Lorsqu'il figure dans la table des matières, c'est sans numérotation. Il ne faut pas négliger ces deux sections. Dans l'introduction, il faut bien introduire le contexte, l'objectif et les différentes parties du chapitre. Dans la conclusion, pensez à résumer et présenter l'essentiel du chapitre avant de préparer le lecteur au prochain chapitre, donc dans la conclusion. Certains prennent donc à la légère ces deux parties et se contentent juste d'énumérer les différentes sections du chapitre en utilisant des verbes dans le futur au niveau de l'introduction. Nous allons présenter, nous allons introduire, etc. Et reprendre ce même contenu dans la conclusion en conjuguant les verbes dans le passé cette fois-ci. Dans ce chapitre, nous avons présenté, nous avons introduit, etc. Donc, à éviter ce genre d'introduction et de conclusion pour les chapitres. Pour l'introduction générale, donc, elle doit refléter la qualité du rapport. Ça donne un avant-goût, une première impression. Donc, il faut faire attention lors de la rédaction de l'introduction générale de vos rapports. Il faut bien soigner la rédaction de cette partie en bien introduisant le contexte, la problématique et la solution en bref, sans entrer bien évidemment dans les détails techniques, pour enfin présenter la structure du rapport et ses différents chapitres. Donc, il est organisé en 5 chapitres. Il présente le premier chapitre, donc intitulé tel, présente le cadre, etc. Donc, présenter la structure et les chapitres de votre rapport en fin de l'introduction générale. La conclusion générale est aussi importante. Ce n'est pas juste pour dire que vous avez passé un bon stage et énumérer vos acquis sur le plan professionnel et personnel. C'est bien de le dire, c'est bien de dire ça, mais le plus important est de rappeler le contexte de votre travail, rappeler la solution proposée, synthétiser les résultats obtenus. Vous pouvez ici mettre des détails techniques. Cela suppose que le lecteur a lu le rapport pour atteindre la conclusion générale. Donc, il a une idée sur les notions et terminologies abordées dans le rapport, dans le manuscrit. Enfin, vous énumérez quelques perspectives, des pistes à creuser dans le futur. Pensez à soigner la rédaction du résumé, que ce soit en français, en anglais et pour certains en arabe aussi. Ce que j'ai constaté, c'est que ces parties sont généralement bâclées et laissées à la dernière minute. Donc, soit c'est bien rédigé, soit vous ne les mettez pas. Pour la bibliographie, vous en aurez besoin pour faire référence par exemple à des affirmations, des statistiques, des chiffres, des méthodes existantes, etc. Qui ne sont pas les vôtres, ou bien que vous présentez brièvement une notion, un concept, outil, méthode ou autre, et que vous renvoyez le lecteur vers la référence correspondante pour voir plus de détails. Les références peuvent être des liens web. Dans ce cas, vous devez indiquer la date de consultation de la page web au cas où l'information en question serait entre-temps modifiée, comme par exemple cette référence. Donc voilà, on a le lien et la date de consultation. Si toutes vos références sont des liens, il vaut mieux utiliser le terme nettographie au lieu de bibliographie. Pour les PFE qui incluent une partie de recherche, vous aurez certainement besoin de faire référence à des papiers scientifiques publiés dans des conférences et des journaux. Là, il y a différents formats pour présenter ces références. Pour vous faciliter la tâche, le template LaTeX que vous avez choisi d'utiliser vous offre généralement un style à suivre. Il suffit juste de remplir les informations relatives au papier, telles que le titre, les auteurs, la conférence ou le journal en question, la date de publication, etc. Donc, vous pouvez trouver ces informations sur Google Scholar
Il suffit de copier-coller le titre du papier dans la barre de recherche et vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà, je vous montre un exemple d'une référence d'un papier publié en journal. Par exemple, cette référence, la référence 23, donc on a les auteurs, le titre du papier, suivi du journal scientifique, là où ça a été publié, le volume, 5 c'est le issue, le numéro de issue dans le volume, 9e volume, les pages et l'année de publication. Pour les figures et tableaux, veillez à attribuer des titres significatifs à vos figures et tableaux de sorte que le lecteur puisse comprendre de quoi il s'agit sans avoir à revenir au texte correspondant. Un tableau n'est pas une figure. Je m'explique, j'ai vu des rapports où les étudiants préparent le tableau en Word, font une capture qu'ils enregistrent et insèrent dans le rapport comme étant une figure. Ce qu'il faut faire, c'est construire le tableau en utilisant le langage LaTeX. Et la même remarque reste valable pour les équations. Si une figure ou un tableau ne sont pas les vôtres, veillez à indiquer la référence devant le titre. Voilà un petit exemple. Par exemple, cette figure, on a le titre, solution fournisseur identité cloud, suivi par la référence. Et le fait de traduire une figure ou un tableau du français en anglais ou vice-versa ne veut pas dire que c'est les vôtres. Donc il faut aussi indiquer les références dans ce cas. Il faut faire référence à chaque, et je dis bien à chaque figure et tableau dans le texte du rapport en utilisant son numéro, généré automatiquement par LaTeX. Ce n'est pas au lecteur de chercher à quelle figure ou tableau correspond le texte. Donc, un petit exemple dans ce sens. Par exemple, le mécanisme d'intégration avec Octa est illustré dans la figure 3.2. Comme indiqué dans la figure 3.3, etc. Donc il ne suffit pas de mettre juste les figures sans les mentionner dans le texte qui leur correspond. À éviter les logos des entreprises, outils ou autres dans les rapports. On peut se permettre un ou deux logos, mais pas plus. Les logos, on les utilise dans les présentations. Je vous montre un exemple à éviter où les logos des outils utilisés sont insérés dans le rapport. Par exemple, voilà. Donc, un exemple, c'est un contre-exemple, c'est à éviter. Voilà, donc une fois que vous avez tout terminé, vous parcourez le rapport pour vérifier l'emplacement des figures et des tableaux par rapport au texte qui leur correspond et éliminer les grands espaces qui restent en bas des pages, comme c'est le cas de cette page. Après avoir tout terminé, vous éliminez ces espaces en bas des pages. Voilà pour les acronymes. Si vous avez beaucoup d'acronymes, vous pouvez les mettre dans une liste d'acronymes, comme cet exemple. Une liste d'abréviations. Les acronymes sont présentés par ordre alphabétique. Sinon, vous pouvez les indiquer la première fois que vous les spécifiez dans le texte. C'est suffisant. Voilà, je crois avoir tout dit, en se basant bien sûr sur les questions que je reçois ou les erreurs les plus fréquentes que je vois dans les rapports. J'espère que cette vidéo vous sera utile et voilà, bon travail et bonne chance à toutes et à tous.